tous les soirs. Ce soir est un soir spécial. Un soir où les tiroirs de la mémoire s'ouvrent, où les mots prennent vie, où les figures ressuscitent à la lueur de cette lune. Ce soir, je veux te raconter notre histoire. Notre histoire. Je sais ce que tu vas me dire. Tu le connais, ce palais. 1000 fois tes yeux ont croisé sa splendeur et pourtant 1000 fois, tu n'as rien vu. Regarde de plus près. Tu regardes pour la première fois ce qui le rend unique, ses racines. Dans ce livre se cachent tous les secrets. Tu entreras dans chaque page comme on visite le monde et ses merveilles. Imagine que ce palais n'a d'abord été qu'une simple fortification sur une péninsule et maintenant, remontons le temps jusqu'au XIIe siècle, jusqu'à l'origine de la dynastie des Grimaldi, l'une des plus anciennes familles régnantes du monde. Tout commence avec Otto Cannella, premier de nos ancêtres connus et consul de la cité italienne de Gênes. La descendance de son fils Grimaldo se fait appeler Grimaldi et devient un clan extrêmement puissant au sein de la ville. Mais Gênes est alors tiraillée par des luttes intestines. Deux grandes alliances s'affrontent pour incarner la suprématie en Europe. La faction des Guelfes, qui soutient le pape de Rome, et celle des Gibelins, partisanes de l'empereur germanique. Malheureusement pour les Grimaldi, les Gibelins l'emportent et bannissent leurs ennemis. Et c'est dans cet exil que débute le plus extraordinaire mythe de notre histoire, celui de Malizia. Sache que chaque fois que tu admires ce palais, Malizia t'observe de sa stature de bronze. Si tu le regardes attentivement, il prendra vie à travers la mémoire des siècles qui le séparent de toi et te livrera son secret. Nous allons maintenant pénétrer dans la fabuleuse aventure de cet épisode décisif de notre histoire. Ce mystérieux Malizia n'est autre que François Grimaldi. C'est l'un des nombreux descendants du fameux Otto Cannella. Remontons maintenant aux sources du mythe. Nous sommes dans la nuit du 8 au 9 janvier 1297. Le guelfe François Grimaldi a le projet incroyable de pénétrer dans cette forteresse. Je dis bien incroyable, car il ne dispose que de quelques compagnons d'armes pour mener à bien cette conquête. Or, procéder par la force serait suicidaire. Une idée lumineuse lui vient alors en tête. Tu as entendu parler du fameux épisode du cheval de Troie? Eh bien, suivant le même procédé, Malizia et ses compagnons se déguisent en moines franciscains et demandent l'hospitalité pour la nuit. Une fois à l'intérieur, Malizia et sa troupe se rendent maîtres du peu de soldats qui la défendent. Ils remportent ainsi une inaccessible victoire par la ruse la plus audacieuse qui soit. De cet épisode héroïque naît son surnom, Malizia. Et sur les armoiries que tu vois là représentées, tenant le blason des Grimaldi, ce sont deux moines franciscains armés d'une épée qui rappellent ce mythe fondateur. Mais ceci n'est que le commencement. Et voici comment les rebondissements de cette aventure en tissent une autre, tout aussi passionnante. Tu vas être déçu. La forteresse ne reste aux mains de Malizia que peu d'années, et les Génois s'en emparent à nouveau. Mais ce qui peut paraître un échec est de fait un premier pas vers la constitution de notre pays. Effectivement, 30 ans après l'abandon forcé, une réconciliation passagère entre Guelfes et Gibelins amène le fils de Régnier Ier, Charles, à reprendre possession de Monaco.
Il va enfin pouvoir faire figurer le titre de seigneur de Monaco sur son sceau personnel. Et grâce à l'argent de leurs travaux militaires en pleine guerre de 100 ans, les Grimaldi agrandissent leur territoire avec l'acquisition de la seigneurie de Menton. Une légende raconte qu'au moment de quitter le paradis, Ève déroba un citron qu'elle dissimula. Arrivée à Menton, elle enterra le citron en déclarant « C'est ici, dans ce paradis de rêve, que je retrouve notre paradis. » Et de toutes parts, les citronniers illuminèrent la plaine de la flambe éclair de leurs rameaux. Bien sûr, ce n'est qu'une légende, mais comme tu vas le voir, elle prend racine, comme beaucoup de légendes, dans la réalité. À la fin du Moyen-Âge, Menton se tourne vers une économie spécialisée dans la culture du citron. Mais c'est au XVIIe siècle que la grande aventure commerciale de l'agrumiculture démarre concrètement sous le règne du prince Louis Ier. Il fixe un cadre juridique à cette nouvelle source de revenus. Mais cette spécialisation a aussi ses revers. La dépendance des aléas climatiques. En 1820, les arbres gèlent et plongent la population dans la disette, parfois même dans la misère. La crise économique contribue au mouvement de contestation qui secoue le joug de l'autorité princière. Le mouvement aboutit à la rupture en 1848. Menton choisit de faire sécession. Finalement, c'est la France qui récupère la ville bien plus tard, en 1861. Aujourd'hui encore, les empreintes des bâtisseurs princiers sont nombreuses à être visibles dans la ville que l'on a surnommée la perle de la France. Mais revenons en 1355. 9 ans après l'acquisition de la seigneurie de Menton, c'est au tour de la seigneurie de Roquebrune de compter parmi les possessions des Grimaldi. La continuité territoriale est alors assurée. Tu dois savoir une chose très importante. C'est que les rois de France, au temps de la Renaissance, rêvent d'aller en Italie prendre des territoires. Pourquoi particulièrement en Italie ? Mais parce que c'est le berceau de notre civilisation européenne, la civilisation romaine. Or, il se trouve qu'en venant de France, Monaco est une sorte de clé pour entrer en Italie. Voilà pourquoi le roi de France, Louis XII, reconnaît la souveraineté de Monaco. L'indépendance de Monaco, c'est un acte fondamental. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais c'est un moment crucial. Un moment qui modifie et fait basculer définitivement le cours de notre histoire. Bien évidemment, Gênes tente un dernier siège, mais la résistance monégasque est héroïque. La forteresse est en grande partie détruite et il faut plusieurs dizaines d'années pour que les fortifications que tu vois aujourd'hui soient relevées. Les Grimaldi rejoignent enfin le cercle des princes européens. Mais 12 ans après la reconnaissance de la souveraineté de Monaco par le roi de France, le Rocher ne trouve plus auprès de François Ier l'appui bienveillant octroyé jusqu'ici. Augustin Grimaldi décide donc de se placer sous la protection de la puissance la plus forte en Europe, l'Espagne. Des années plus tard, ce personnage emblématique de nos racines, c'est lui, Honoré Grimaldi que tu vois là, marque un tournant décisif. Il est le premier seigneur à prendre le titre de prince de Monaco. Prince de Monaco, c'est une étape fondamentale. Mais comme tu vas le voir, tout n'est pas encore gagné pour que Monaco assure sa pérennité sur la scène internationale. Au début du XVIIe siècle, la domination espagnole décline en Europe, tandis que la France devient la puissance majeure. La petite souveraineté monégasque a tout intérêt à être sous la protection du plus fort pour sauvegarder son indépendance. Le roi de France, Louis XIII, accorde alors aux Grimaldi un traité très favorable pour la principauté. Il est signé à Péronne le 14 septembre 1641. Il leur cède le duché de Valentinois en Dauphiné, le marquisat des Baux en Provence et le comté de Carladès en Auvergne. Je sais que tu es pressé d'entendre ce qui a suivi ce traité de Péronne, mais patience. Auparavant, je t'emmène au cœur de la Provence, dans une autre forteresse médiévale, celle des Baux, campée, elle aussi sur un rocher. Au Xe siècle, on parle du Balsium Castrum, c'est-à-dire du château de Balsio. Le nom Baux signifie falaise, mais selon la légende, la maison des seigneurs des Baux descendrait du roi mage Balthazar. Voilà pourquoi les armes des Baux que tu vois là comprennent une comète à 16 raies d'argent. L'étoile que suivirent les rois mages pour trouver Jésus à Bethléem. Et leur devise est « à Lazare Beauthésar », c'est-à-dire au hasard Balthazar. Des seigneurs guerriers, rebelles et impétueux conduisirent au fil des siècles la puissance et les conquêtes de cette dynastie.
Au XVe siècle, la Provence, qui était une souveraineté indépendante appartenant à la dynastie des rois de Naples, est rattachée à la couronne de France. Le roi Louis XI craint alors que le château ne tombe dans les mains des opposants à son autorité. Il ordonne son démantèlement en 1483. Au XVIIe siècle, la forteresse est définitivement mise hors d'état de nuire. En 1642, le village est érigé en marquisat et donné, comme tu le sais, à Hercule Grimaldi. Les princes héritiers du trône monégasque porteront désormais ce titre à leur naissance. Au XIXe siècle, la découverte d'une roche rouge riche en alumine, baptisée bauxite, donne une renommée mondiale au village. Après avoir essuyé tant de tempêtes, son fabuleux château restauré devient au XXe siècle le joyau d'un des plus hauts lieux touristiques de Provence. Et si les Grimaldi ont perdu leur fief lors de la Révolution de 1789, le prince héréditaire Jacques, marquis des Baux comme son père avant lui, est symboliquement lié à cette terre, signe de la chaîne ininterrompue du temps. Mais un autre destin croisé, un autre lien indélébile nous entraîne au cœur d'une autre région intimement liée à Monaco et à son histoire. Le Carladès. Tu te demandes sûrement d'où vient ce nom étrange, Carladès. C'est la forteresse construite sur le plateau de Carla, dont la racine car signifie rocher et qui a donné son nom à la région qui l'entourait. Et c'est ce rocher, encore un, qui est au centre de l'histoire que je vais te conter. Nous sommes au Moyen-Âge. Carla est le centre stratégique d'une puissance vicomtée. Imagine-toi l'une des plus redoutables places fortes d'Auvergne, perchée sur une table de roche basaltique haute de 40 mètres. Elle peut braver toutes les attaques. Mais sa réputation d'être insoumise au pouvoir royal lui est fatale. Et Henri IV, la jugeant trop dangereuse, l'a fait détruire en 1603. 40 ans plus tard, en 1643, à la suite du traité de Péronne, Louis XIII l'érige en comté pour le prince de Monaco. Il y ajoute la baronnie de Calvinet en compensation de la perte de ses terres. En 1668, le prince Louis Ier vient recevoir l'hommage de ses vassaux. Il s'installe plusieurs semaines dans un hôtel particulier de Vic, principal bourg de son comté, et qui est toujours appelé aujourd'hui Maison des Princes de Monaco. À la Révolution française, les Grimaldi perdront le Carladès après 150 ans d'administration. Mais le destin va bientôt renouer un lien puissant. Au début du XXe siècle, des érudits locaux rachètent le rocher menacé d'être exploité en carrière. Ils le cèdent au prince Albert Ier de Monaco. En vacances dans la région, sa petite fille Charlotte, alors mademoiselle de Valentinois, fait l'excursion du rocher en 1912. Aujourd'hui, ce lien vit à travers la princesse Gabriella qui porte le titre de comtesse de Carladès, renouant ainsi avec la tradition des enfants de sa famille qui ont eu cet apanage. Et c'est ainsi, dans les rebondissements des siècles, que deux rochers ont vu leur destinée se croiser pour construire une belle histoire commune. Mais revenons à Monaco en 1789. La Révolution française va bouleverser le cours de son histoire. La nuit du 4 août abolit les droits seigneuriaux. Tous les fiefs français des princes de Monaco sont perdus. Monaco est rebaptisé Fort d'Hercule et il est rattaché à la République française. Les Grimaldi perdent leur souveraineté. Après la chute de Napoléon, Monaco revient aux Grimaldi. Mais en 1848, une nouvelle révolution touche l'Europe et Monaco. Les villes de Menton et de Roquebrune font sécession. Elles laissent la principauté à la dimension du territoire d'origine. C'est presque un retour au berceau. Suite à la révolution industrielle, Charles III doit reconvertir l'économie monégasque. Il parie sur le développement du tourisme balnéaire et il confie à la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers l'exploitation d'une ville nouvelle, Monte-Carlo. Le livre est sur le point de se refermer. Notre histoire, tu t'en doutes, ne se termine pas là. Mais lorsque plusieurs lunes se seront succédées, que ton esprit sera habitué à sa lumière, alors seulement ce livre reprendra vie. Alors seulement nous tournerons ensemble d'autres pages de notre histoire. Nous suivrons d'autres racines. Jusqu'à toi.